Ensemble pour 30 minutes d'infos régionales. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, de l'eau à coups de milliards pour les populations de Gbeke, une révolution hydraulique engagée par l'État de Côte d'Ivoire et essentiellement basée sur l'énergie solaire. L'objectif est de garantir à long terme l'accès à l'eau potable dans toutes les contrées de la région. La cococulture retrouve ses lettres de noblesse à Diaké, dans le sud Komoué. Longtemps classée comme troisième source d'économie agricole de la région, la filière coco renaît, et cela grâce à l'expertise et au soutien de professionnels et industriels de la filière. De la dégradation à la restauration, c'est une nouvelle ère qui débute pour le Mont Péco. L'un des sites forestiers les plus emblématiques du pays s'apprête à connaître un nouveau souffle, et cela grâce à des actions d'envergure engagées par l'Office ivoirien des parcs et réserves. L'OIPR veut ainsi préserver sa biodiversité. Et pour ouvrir cette demi-heure d'actualité des régions, parlons de l'eau, l'eau qui est source de vie et dont la rareté menace la vie des populations de Gbeke. Entre pompes vétustes et pluies insuffisantes, voir une goutte d'eau couler des robinets relève d'un rêve éveillé pour de nombreuses familles de la région. Il y a urgence et l'État de Côte d'Ivoire déploie les grands moyens avec désormais les solutions solaires. Une révolution hydraulique en passe de changer la donne, c'est ce que nous explique dans ce reportage Charles Tatou. La Côte d'Ivoire s'active pour son basculement vers le système solaire en matière de l'hydraulique rurale. 1000 pompes à motricité solaire sont en cours de réalisation dans les villages sur toute l'étendue du territoire national. Le système de pompes à motricité solaire a été expérimenté en 2020, puis lancé officiellement après 3 ans, précisément en 2024. Une délégation conduite par Abounibi Koulibaly sillonne les régions du pays. Le gouvernement a entrepris beaucoup de travaux pour améliorer l'adduction de l'eau potable dans nos localités. Vous savez, les gens se plaignent beaucoup, il n'y a pas d'eau, mais le gouvernement n'est pas resté sans rien faire. Donc il fallait venir s'enquérir des projets qui ont été lancés par le gouvernement dans nos différentes régions, pour améliorer la qualité de la production de l'eau dans nos régions. Première étape de sa visite de travail, le Gbeke. Des échanges avec les autorités administratives et politiques sur la situation de l'eau dans la région, puis des visites de chantier. Aketia, un des villages bénéficiaires du département de Sakassou. Ici, la pompe solaire favorise le déplacement des populations pour un nouveau village sur le site. C'est nous qui avons choisi le coin, c'est le nouveau site. Moi-même, bientôt je vais aller là-bas. Très content même. Comme à Aketia, la joie est aussi immense à Téléboudan, dans la sous-préfecture de Diabo. Cette année, la fête de Pâques a été très très bonne pour nous parce qu'on n'a pas eu de problème d'eau. On était tous fiers. Les villages voisins venaient puiser l'eau chez nous et nous disons grand merci à Monsieur le Président de la République. Contrairement à celui que vous avez vu, celui-là il est très électrique. C'est-à-dire eux, ils viennent, ils utilisent les forages existants et puis ils font leur installation. Et l'entreprise avait 1000 systèmes comme ça à réaliser sur le territoire national. Et ils sont pratiquement à 90% de réalisation. Et l'unité fait 27 millions. Les 1000, ça fait 27 milliards d'investissement. Le Gbeke a eu 73. Les 73 même du Gbeke sont achevés. Ils sont en service actuellement. Si le système des pompes à motricité solaire réduit considérablement les difficultés des femmes rurales, le projet de renforcement de la production en eau potable, lui, laisse encore certaines populations rurales bénéficiaires sur leur soif, du fait du retard accusé par des entreprises en charge des travaux. Le cas du village de Konamukro, département de Béoumi. Idem pour les populations de Takra Mangouakro, département de Botro. Ça, c'est un autre projet, mais qui donne pratiquement des HU, des châteaux d'eau, le forage, en tout cas, c'est des HU qu'eux font. Voilà, ils ont 111 sur le territoire national.
Et l'unité fait 900 millions. Ici, dans la région du Béquet, il y en a 2. Voilà. Et ce qui fait 1,8 milliard. Mais le constat qu'on fait, c'est que sur l'ensemble des 111, ils ne sont pas encore arrivés à mettre un des ouvrages en service. En matière de l'eau potable, la région de Gbeke bénéficie de plusieurs projets structurants en cours de réalisation. Comme projet, on enregistre les travaux de dispersion par la pose de conduites primaires et secondaires dans la ville de Bouaké. Les travaux d'alimentation en eau potable et de renforcement de production. Le remplacement des pompes à motricité humaine par des pompes solaires et la réalisation des systèmes d'alimentation en eau potable. Et la transition solaire qui s'accélère également à Mbengue avec une centrale de 52 MW en projet. Ce sont donc 30 000 foyers qui seront bientôt alimentés et près de 500 emplois annoncés. Un investissement de 33 milliards de francs CFA qui marque une avancée majeure vers un mix énergétique plus vert en Côte d'Ivoire. Elles produisent de l'or liquide mais attirent très peu de jeunes en Côte d'Ivoire, précisément dans la région de Hambol. L'apiculture ou l'élevage des abeilles reste un secteur à fort potentiel, encore largement négligé. Pourtant bien structuré, elle pourrait devenir une solution contre le chômage des jeunes. Protégez-vous bien, chers téléspectateurs. Je vous invite à présent à plonger dans l'univers des abeilles avec Soro Corona. Les abeilles participent à plus de 70% de la pollinisation des plantes. Sans elles, le rendement de plusieurs cultures vivrières et de rente chuterait de 50 à 80%. Plus même du miel, sans l'abeille insecte, la pollinisation de nos vergers, de nos plantations, ça se complique. Donc il faut plutôt encourager les gens à s'intéresser à cette activité pour qu'on ait même plus de production. L'abeille fabrique aussi produits dans la ruche. Le miel sert à l'alimentation, à la santé et aux cosmétiques. La cire est utilisée dans le cosmétique et la fabrication de bougies. Le pollen est utilisé dans les compléments alimentaires. Le propolis est un antiseptique naturel. La gel royale, nourriture exclusive de la reine, sert dans la santé et aussi est un stimulant. En Côte d'Ivoire, ce secteur d'activité ne connaît pas d'engouement chez les jeunes. Quel est l'état des lieux de l'apiculture en Côte d'Ivoire et pourquoi elle n'attire pas? Quand on compare cette activité aux autres pays, nous sommes un peu encore en retard. L'abeille même d'abord, c'est un insecte que l'Ivoirien ne fréquente pas trop. Donc plein de jeunes, pour affronter d'abord l'abeille, ils ont un peu peur. Ça, c'est d'abord le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que l'installation, le matériel de production, le coût est encore élevé pour l'Ivoirien lambda. Une seule caisse aujourd'hui, on parlera de 30 000, 35 000. Le matériel n'est pas existant. Il faut faire venir de l'extérieur. À Katiola, Sylvain Nazéignon, diplômé en économie, a décidé de ranger son parchemin pour se lancer dans l'apiculture. Une activité qu'il mène depuis une trentaine d'années. Au début, quand on faisait l'apiculture ici, on récoltait 250 litres pour vendre, c'était difficile. Aujourd'hui, vous êtes à plus de 20 tonnes, 25 000 litres, mais ça ne peut même plus faire l'année avec le miel est fini. Vu le potentiel de l'apiculture, plusieurs jeunes viennent de plus en plus de certaines régions du pays pour se former afin de professionnaliser l'activité. L'apiculture aujourd'hui en Côte d'Ivoire commence à être bien développée, mais la plupart des personnes sont encore dans l'informel. Pourtant, cette apiculture traditionnelle a ses inconvénients. Par exemple, l'utilisation des feuilles pour la récolte du miel, souvent ça crée des feuilles de brousse. Souvent aussi, les apiculteurs vont abattre les arbres pour récolter le miel dans les arbres, ce qui contribue aussi à la déforestation. Nous, en tant que structure engagée à la protection de l'environnement, à la protection des abeilles, qui sont très importantes pour notre environnement, on a décidé d'organiser ces formations. Je suis venue à cette formation parce que la récolte et la vente du miel était une activité aussi source de revenus. Je suis également venue pour ça, pour augmenter mes sources de revenus. J'incite tout le monde à se faire former dans le domaine de l'apiculture. Pour celui qui veut vraiment s'adonner à ce métier, je crois que c'est un domaine qui est très porteur, surtout que, hormis le miel, il y a plusieurs dérivés qui en sortent. Beaucoup d'apiculteurs ici dans la région du Hambol ont construit. Beaucoup ont des véhicules, beaucoup sont vraiment autonomes. Donc, on peut encourager. Et ce qui est encore très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de femmes
de s'y mettre. Aujourd'hui, du matériel moderne existe pour faire de l'apiculture un métier rentable et sans risque. Aujourd'hui, c'est tout un système d'industrie. Ouais, derrière vous, vous allez voir, c'est du matériel qu'on a fait venir de l'extérieur. Mais c'est du matériel, il ne s'attaque plus au bois et à la végétation. Mais c'est du polystyrène, des autres choses qu'ils prennent pour fabriquer. Pour la qualité de sa production, les clients de Siloué viennent de toute la Côte d'Ivoire. Je suis venu acheter miel pour mon grand frère. Puisqu'il a l'habitude de payer ça ici, il aime le miel d'ici. Ici, c'est de bonne qualité, raison pour laquelle je viens acheter ici tous les jours. Moi, je suis à Abidjan, je fais mon commerce, mais quand j'ai besoin de miel, je préfère venir chez moi. Avant de venir, j'appelle déjà ma fille Florence pour lui demander s'il y en a. Quand il n'y en a pas, je m'abstiens. C'est une bonne activité, même si je ne vends pas une grande quantité. Même quand c'est cher et que quelqu'un a goûté, il préfère payer ce qui est cher, petit. Pour sa rentabilité et son caractère pourvoyeur d'emploi, les jeunes sont invités à s'intéresser au métier d'apiculture. On a commencé l'apiculture à 250 francs le litre. De 250 francs, nous sommes allés à 500 francs. De 500 francs, nous sommes allés à 1000 francs. Mais je vous dis aujourd'hui, quand je regarde les réseaux sociaux, ça me fait rire, mais ils sont à 5 000 aujourd'hui le litre. Ça voudrait dire que celui qui investit dans cette activité, c'est une activité qui nourrit son eau. J'encourage tous ceux qui sont intéressés par l'apiculture à se lancer dans ce domaine qui est très porteur. Je sensibilise tous les jeunes qui n'ont pas d'emploi à se lancer dans ce domaine, dans le domaine de l'apiculture. L'apiculture est la production du miel par l'élevage d'abeilles. Et pendant ce temps à Diaké, la cococulture renaît de ses cendres. Longtemps éclipsée par l'EVA et le palmier à huile, la filière revient au cœur des priorités agricoles dans le sud Comoé. Portée par un nouvel élan et appuyée par des experts et des industriels, les producteurs se mobilisent pour relancer durablement la production afin de faire du coco une culture incontournable dans le sud-est ivoirien. Léon Bro. Voici une plantation de coco toujours en production dans le village de Bondoukou, localité située dans le département d'Adiaké. Cette plantation trône fièrement avec ses 60 années d'existence, quoique dans ce village, à l'instar de toute la région du Sud Comoé, la culture du coco a perdu son lustre d'antan. Des plantations de coco, on en trouve encore quelques-unes, mais comme à Bondoukou, l'intérêt s'est déporté depuis les années 80 vers d'autres spéculations comme le cacao, l'EVA et le palmier à huile. C'est dû à la déception que nous avons eue, parce que nous sommes vraiment déçus. Nous voyons qu'avec le bilan que nous faisons, le planteur n'arrive pas à s'en sortir. Redonner au département d'Adiaké son statut de terre de coco. Premier acte de ce défi que veulent relever les producteurs de la région, les autorités préfectorales et coutumières, les industriels, les experts de cette filière et les partenaires techniques, la mobilisation générale et l'engagement. Ce matin à Adiaké, ils sont en atelier dont l'enjeu majeur est la relance de la culture du coco. Il fallait lancer un cri d'alarme pour renouveler les plantations, les vieilles plantations, mais également dire aux opérateurs que tout ne se résume pas au ciment. Ils vont nous apprendre les techniques agricoles, comment entretenir nos plants, comment nous aider en plus de coco pour nous prendre en charge. Signe encourageant pour les producteurs locaux de coco et les responsables de cette filière, l'établissement dans le village de Bondoukou d'une usine de transformation de grande capacité, ce qui exige d'importants tonnages de coco pour tourner à plein régime. Face à la faiblesse de la production dans cette zone, l'usine doit se ravitailler à partir d'autres localités comme à Sini et à Lépé. La question est justement au cœur de l'atelier d'Adiaké. PMC et la société coopérative CoBio, initiateurs de la rencontre, mise sur le renforcement des capacités des producteurs, l'introduction de pratiques agricoles plus durables, capables de restaurer la fertilité des sols et d'augmenter la productivité. Dans cette dynamique, un engrais biologique testé sur terrain a été présenté aux producteurs. Selon les experts, il devra apporter une réponse définitive aux questions de vieillissement des plantations et association d'autres cultures au coco dans une perspective agroforestière. On est ici avec Scope Coco Bio pour travailler avec les responsabilités des producteurs et des acteurs dans la chaîne de valeur. Et justement, pour parler de
de la régénération du sol, de la préservation des forêts, mais aussi une agriculture qui soit une agriculture propre. Une ère nouvelle s'annonce pour les producteurs de coco dans le département d'Adiaké et nul doute dans toute la région du sud de Comoé. Le coco, jadis miroir de l'agriculture dans cette partie du sud-est de la Côte d'Ivoire, est en passe de redorer son blason et nombreux sont les producteurs qui se font le porte-étendard de cette renaissance. On reste dans le sud Comoé avec cette fois-ci une incursion au cœur de l'artisanat. À Grand Bassam, le travail du bois fait vivre. Entre héritage ancestral et vitrines touristiques, le secteur attire chaque jour des visiteurs et des passionnés de culture. Ici, donc, tradition et créativité se mêlent pour sublimer le savoir-faire local et aussi pour renforcer l'identité culturelle de la vieille ville. Nos équipes sont allées à la rencontre de ces artisans qui façonnent avec dextérité le bois. Je vous invite à la découverte de leur création avec Zena Zongrana, Léon Brou et Enoch Yao. Masque, statue, objet de décoration. Dans ce centre artisanal, tout est entièrement façonné à la main. Un travail minutieux qui suscite curiosité. Les artisans, vous savez, on a des idées et ces idées-là, nous les traduisons. C'est pour ça qu'on parle d'artisanat d'art, un travail à la main. Donc quand un artisan il dort, il s'inspire et il essaie de traduire en utilisant le bois et autres. Vous voyez que nous avons les masques de toute la Côte d'Ivoire. Et ici s'exprime le génie créateur de l'ensemble des artisans de Côte d'Ivoire. Enfin, j'aime beaucoup découvrir les pays par l'artisanat, etc. Et donc venir dans des ateliers directement, je trouve ça vraiment intéressant. Ça montre que la culture ivoirienne est hyper riche et qu'il y a vraiment beaucoup de choses au niveau de l'artisanat. J'ai fait le tour avec mes collègues, mes amis des États-Unis pour visiter l'Afrique, particulièrement l'Afrique de l'Ouest, parce que notre culture est peu connue là-bas. Donc c'est pour ouvrir leurs yeux sur la beauté de notre culture. Par des techniques dont ils détiennent seuls le secret, ces artisans perpétuent un véritable savoir-faire, mais pas sans difficulté. Ils continuent de faire vivre leur art à l'aide d'outils traditionnels. Moi, les premiers objets que j'ai appris à faire, c'était des éléphants, des animaux. J'ai fait des statues, des masques. Bon, ce qui nous fatigue dans ce domaine-là, on ne trouve pas de bois. Sincèrement, on ne trouve pas de bois parce que nous actuellement, souvent, nous quittons ici pour aller à la Carena, pour aller à la Cité du Tech, pour venir travailler. Alors qu'avec tout près là, nous pouvons trouver de bons bois, les bois rouges, pour travailler avec. Tout le monde ne trouve pas ça. Bon, voilà nos problèmes. Masque, dents, baoulé, sénoufo, bref, autant de créations identitaires de chaque région de la Côte d'Ivoire. Le tourisme et l'artisanat fait plus de 2000 à 3000 artisans. Hein. C'est quelque chose qui fait même la fierté de Grand Bassam. Parce qu'ici, il y a beaucoup d'artisans et nous-mêmes, on est venus trouver des artisans à Grand Bassam. Tous les colons qui sont passés ici, ils ont fait de Bassam une ville touristique. Nous avons l'espace culturel Le Djaliv et cet espace-là valorise les artisans. Et nous donnons une lucane aux artisans de venir exposer à l'espace culturel Le Djaliv. Vous voyez, même il y a un masque là-bas, ils ont mis dessus à vendre. C'est un artisan qui l'a déposé ça. Le centre artisanal de Grand Bassam, donc un creuset de la diversité culturelle ivoirienne. Pour autant, ce patrimoine croule sous le poids de difficultés. Aujourd'hui, on a un problème de relève. Parce que la jeunesse ne s'intéresse plus à tout ce qu'on appelle travail manuel. Tout le monde veut gagner de l'argent vite, vite, vite. On ne veut plus souffrir. On ne veut plus apprendre. On veut gagner rapidement et tout de suite. Donc il faut que l'État s'implique dans le problème de la relève. À Grand Bassam, l'artisanat du bois s'impose comme un secteur à la fois culturel et économique. Ce domaine continue d'attirer professionnels et visiteurs malgré les défis auxquels il reste confronté. Prenons à présent la direction du Mont Péco, le Mont Péco qui a vu son couvert forestier se dégrader au fil des années et qui aujourd'hui est au cœur d'un vaste projet de rénovation. À la manœuvre de cette opération de conquête écologique, il y a l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, qui vise donc à préserver la riche biodiversité du Mont Péco. Les explications de notre correspondant Chris Ephraim Diomandé.
À l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Guémor, se tend l'un des plus précieux patrimoines naturels du pays, le parc national du Mont Péko. Classé patrimoine de l'État, ce massif montagneux est un véritable sanctuaire de biodiversité. Il abrite plus de 1000 espèces végétales, ainsi qu'une faune riche et variée, composée notamment de primates, d'antilopes et d'espèces rares, parfois menacées. Derrière cette image majestueuse, la réalité du terrain révèle une situation plus préoccupante. Depuis plusieurs années, le parc a subi une pression humaine croissante. Des populations riveraines, confrontées à la précarité économique, s'installent progressivement à l'intérieur de ce parc. Des plantations de café, de cacao et des verres s'étendent inégalement, grignotant peu à peu cet espace pourtant strictement protégé. Des pratiques interdites, souvent favorisées par l'isolement du parc et le manque d'alternatives économiques durables. À cette préoccupation anarchique s'ajoute une autre menace tout aussi grave, le braconnage. Une activité qui met en péril la faune emblématique du Mont Péko, ciblant antilopes, pangolins et parfois même des chimpanzés. Face à cette urgence écologique, l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR a décidé de renforcer sa présence sur le terrain. Nous avons un plan de surveillance au niveau de l'Office ivoirien des parcs et réserves sur lequel nous nous basons. Au niveau de la surveillance, il y a des surveillances ordinaires, des patrouilles ordinaires, des patrouilles d'envergure. Les patrouilles ordinaires, c'est le secteur qui fait 10 jours dans le parc par mois. La brigade mobile qui fait 15 jours, les 3 aires protégées de l'Ouest par mois. Et nous avons les patrouilles d'envergure où nous sollicitons les autres forces de défense. Nous avons des contrôles inopinés. C'est-à-dire sur information, nous apprenons qu'il y a un fait qui est censé se dérouler de manière spontanée, nous réagissons. Des patrouilles sillonnent quotidiennement la forêt. Elles identifient les zones d'empiétement, démantèlent les campements illégaux dans le but de restaurer l'autorité de l'État sur cet espace protégé. Attends! Vous voyez que nous sommes juste en pleine séance de patrouille. Et là, c'est un délinquant que nous avons vu. Mais malheureusement, il nous a vus un peu plus tôt. Donc, il a pris de l'ascendant sur nous. Ce qui a fait qu'il a pu se évader dans les forêts. Mais ce n'est pas grave. Il y en a plein ici. Bon, nous allons continuer la patrouille pour voir si on peut dénicher encore d'éventuels délicteurs. Mais l'action de l'OIPR ne se limite pas à la répression. L'institution a fait le choix d'une approche plus inclusive et durable. Nous sommes venus avec le sous-préfet de Blény-Morin pour pouvoir porter encore notre message de sensibilisation. L'OIPR mène comme activité pour impliquer plus les communautés riveraines dans la gestion quotidienne du parc national du Mont Péko. Un parc là, les arbres qui sont dedans ont une vie, tout comme l'homme. Donc nous avons le devoir de protéger ce parc. Avec l'appui de ses partenaires, acteurs majeurs de la filière cacao, des programmes de reconversion sont mis en place. L'objectif est d'offrir aux anciens exploitants illégaux des alternatives économiques respectueuses de l'environnement. Avec l'appui de la Banque mondiale et notre partenaire Care International, c'est plus de 35 micro-projets qui ont été sélectionnés à ce jour et 28 ont déjà reçu leur premier financement. Donc c'est des micro-projets divers, des élevages de porcs, d'ovins, de caprins, de l'appui à la création de plantations vivrières, de riz, de riziculture, de transformation de riz aussi. À Michel Cros, localité riveraine du parc, les communautés locales ont choisi de s'engager aux côtés de l'OIPR. Autour des mêmes objectifs, elles participent désormais activement à la protection de ce patrimoine naturel. Tout le monde est tombé d'accord. Maintenant, si on voit quelqu'un qui veut rentrer dans Mont Péko, on les appelle les agents OIPR. Les habitants de Michel Cros, on est disposé à aider le OIPR pour protéger le Mont Péko. Dans un esprit de responsabilité collective, ces populations, autrefois en marge de la gestion forestière, deviennent aujourd'hui des véritables partenaires de la conservation. Pour accompagner cette dynamique, des formations des activités génératrices de revenus durables ont été mises en place. Nous avons bénéficié d'un projet d'un montant total de 16 620 000
qui nous a permis vraiment de réaliser la construction d'une grande ferme d'une superficie de 510 mètres carrés qui pourra nous permettre aussi demain de pouvoir subvenir à nos besoins, subvenir aux besoins de nos familles. Cela permettra aussi d'éviter de rentrer dans le parc national que nous protégeons tous. Élevage porcin, aviculture et exploitation rizicole dans les bas-fonds, autant d'alternatives à proposer pour réduire durablement la pression sur la forêt. Cette stratégie combinant surveillance, reconversion économique et sensibilisation commence à porter ses fruits. Les résultats obtenus témoignent d'une avancée notable dans les efforts de préservation du parc national du Mont Peko. Il y a un certain nombre d'espèces animales qui sont arrivées et qui sont à l'intérieur de cet espace-là. Donc il y a une série d'aménagements qui est en cours qui permettra à cet espace-là d'être viable et permettre aux populations de bénéficier de l'existence du parc national du Mont Peko. Nous sommes satisfaits de ce qui s'est fait au niveau du parc national du Mont Peko. Comme je l'ai dit, c'est un parc qui vient de très loin, qui a été infiltré à près de 70%. Mais aujourd'hui, il n'y a plus personne à l'intérieur de l'espace. Ça veut dire que la direction de zone ouest de l'OIP mène des actions spécifiques qui permettent aujourd'hui de maintenir l'espace en bon état. Les premiers signes de rénovation sont visibles au parc national du Mont Peko. Grâce à l'engagement de l'OIPR, des communautés riveraines et de leurs partenaires, l'écosystème reprend progressivement vie. Au Mont Peko, préserver la forêt, c'est désormais aussi bâtir un avenir durable, partagé entre l'homme et la nature. Toujours à l'ouest, le village de Poutou, c'est à Guiglo, remporte le premier prix du prix vert du parc national de Taï avec 5 millions de francs CFA et 500 000 francs de bonus. C'est une récompense pour son engagement fort dans la protection du parc, notamment à travers un club de conservation actif. Les partenaires appellent ainsi à pérenniser cette initiative pour encourager davantage les villages et les riverains. Ainsi se referme ce tour d'actualité des régions. Merci à toutes les équipes ici sur place à la station régionale de RTI Bouaké. Merci également à vous pour votre fidélité. Restez sur RTI 1. Les programmes se poursuivent.